Bonjour à tout le monde, nous sommes sur notre 7e Café Live et le mois d'octobre a été consacré puisqu'on le débute avec Nadège sur un sujet très important que sont les violences éducatives ordinaires. Donc, mois consacré aux enfants dans les rapports avec la violence sous différents aspects. Pour rappel, le 20 octobre, on parlera de la posture du parent face à l'assaut de l'autre parent quand on est en séparation et également quelle posture avoir avec nos enfants, puisque eux, ils sont pris dans cet engrenage de violence et vivent aussi cette séparation violemment. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, à la fin du mois d'octobre, le dernier mercredi du mois d'octobre, on va parler de la violence de son enfant, plutôt axé ado, et quelle posture avoir, voilà, ce sera surtout un partage d'expériences autour de je vis de la violence chez moi et comment est-ce que je fais sortir cette violence de mon foyer finalement et qu'est-ce que je peux faire pour ça alors qu'on a quitté le conjoint violent. J'ai l'immense privilège d'accueillir Nadège Fassi, une amie très chère qui a énormément d'amour à partager je lui laisse le soin de se présenter. Merci Reine, c'est une joie pour moi et un honneur aussi d'être invitée dans ces cafés live qui sont tellement importants. Merci pour ce que tu fais, merci pour cet éclairage que tu apportes et tous ces partages qui sont vraiment riches. Et voilà, je suis Nadège, comme tu l'as dit. Je suis révélatrice de trésors intérieurs pour l'épanouissement des familles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que nous puissions, nous les adultes, nous les parents, et aussi les enfants que nous avons été, que nous puissions trouver un équilibre pour vivre ensemble, plus d'amour, moins de stress, moins de cris, moins de violence. Et ça me tient, c'est vraiment un des sujets qui me tiennent vraiment à cœur parce que je suis persuadée que de la violence que nous avons à l'intérieur de nous, comment est-ce que nous l'exprimons, dépendant de la violence qu'on exprime dans nos relations, que ce soit avec notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amis, nos proches ou au travail, de même que la violence qu'exerce l'extérieur étant le gouvernement, la société sur nous. Et tout ça a à voir avec les guerres dans le monde. Et quand on parle des guerres, je parle des guerres concrètes, évidemment, avec les armes, mais aussi de toutes ces guerres subtiles, de ce déséquilibre entre les pays, notamment donc les pays en développement et les pays dits en sous-développement, etc. Pour moi, tout ça, tout a un lien, aussi bien la violence que l'homme exerce sur les animaux ou sur les plantes. Donc, pour moi, tout ça vient de cette écologie intérieure, de comment nous nous sentons en violence avec nous-mêmes d'abord et puis avec l'autre. Voilà. Et avec notre environnement. Et tu sais combien ce sujet me tient à cœur, puisque moi, j'ai décidé effectivement d'accompagner les personnes qui ont connu de la violence depuis l'enfance et ou dans leur vie d'adulte, justement parce que, oui, je voulais aussi faire ma part du colibri, parce que j'ai eu une expérience autour de ce sujet duquel je me suis sortie, et c'était important pour moi d'œuvrer pour le changement de perspective, la conscientisation, la résilience, une résilience écologique différente de l'acceptation, pour justement pouvoir être en harmonie avec soi, puisqu'on travaille avec des outils différents, mais ça tourne toujours autour des mêmes choses, puisque c'est à partir de soi, en fait, qu'on pourra œuvrer au changement du monde. Donc, alors, avant de commencer, moi, j'ai envie de vous partager le début d'un film, moi, qui m'a beaucoup émue, qui s'appelle Et même qu'on est imbattable, sur l'expérience suédoise sur l'arrêt de la fessée il y a plus de 40 ans en arrière. Donc, on ne va pas regarder le film puisque ce n'est pas l'objet, mais juste une entremise qui va pouvoir permettre nos interventions respectives.
Alors, je vais vous partager mon écran. Nos enfants. Ces petits êtres qui chamboulent notre monde et donnent un tout nouveau sens à notre vie dès leur premier souffle. La prunelle de nos yeux pour qui on serait prêt à tout sacrifier pour ne pas les voir souffrir. Pour voir ce beau sourire illuminer leur visage. On donnerait notre vie pour eux. Voilà, donc le sujet des enfants avec tous les espoirs qu'on met lors de leur conception, lors de leur naissance. Et finalement, voilà, cette violence sociétale qu'on peut vivre et qu'on reproduit. Donc, on va parler évidemment de violence physique, mais pas seulement. Alors, Nadège, je te laisse la parole. On ne t'entend pas. Tu as désactivé ton micro. Voilà. Non. Oui, c'est vrai que ma fille était venue un instant, donc les violences éducatives ordinaires. On va peut-être définir un petit peu rapidement ce que c'est. Donc, on parle de violence, hein, nous savons, c'est les actions qu'on exerce sur quelqu'un d'autre pour le contraindre à agir selon ce que nous désirons. Voilà, en général, un petit peu comme ça. Et ce qui m'interpelle ici, c'est le mot éducative. Et je voudrais tout de suite dire qu'aucune violence n'est éducative. Toutes les violences font du mal. Et ce qu'on obtient après une violence, quand on exerce de la violence sur quelqu'un, ce qu'on obtient, c'est donc une augmentation du stress, et tu nous parleras peut-être des neurotransmetteurs et des actions que ça a sur la montée du cortisol et des hormones dans le corps qui font que la personne réagit, la personne peut aller être en tétanie et accéder à nos demandes. Mais à quel prix? Ça a des conséquences terribles sur le court terme, sur la relation, mais sur le long terme, sur l'estime de soi, la confiance en soi et comment est-ce que la personne se valorise. Donc, ici, je voudrais parler du fait qu'il n'y a pas que les violences physiques étant les fessées, les gifles, les tapes sur la main, très fréquentes. Moi, j'ai des groupes où des personnes me disent l'enfant de 9 mois, il fait ceci, je lui tape sur la main pour lui montrer. On ne montre rien en tapant sur la main. Ensuite, il y a les tirages d'oreilles, les pincements, tirer les cheveux, etc. Ça, c'est des violences physiques. Et je pense que beaucoup de personnes sont familiers aux violences physiques. Mais je voudrais parler de ces violences qui sont plus subtiles et les violences verbales. Ça, je pourrais rapidement dire. Les violences verbales étant les cris, les hurlements, les débordements des parents, les parents qui montent en émotion et qui pètent un câble, comme c'est assez commun de dire. Et puis, il y a toutes les violences psychologiques qui sont plus subtiles, qui varient d'intensité, qui varient aussi où parfois on a l'impression, on ne perçoit pas bien. Ce qui est terrible ici, c'est que toutes ces violences sont souvent communément admises, plus ou moins, surtout dans notre éducation à nous les parents d'aujourd'hui. Nous avons été éduqués avec plus ou moins de violence et nos parents encore plus. Donc, ici, quand je parle des violences psychologiques, on va aller dans le chantage, comme on dit à l'enfant. Et c'est aussi simple que de dire à l'enfant, si tu finis ton assiette, tu auras un dessert. C'est déjà du chantage et ça crée un mauvais rapport à l'alimentation par la suite. Donc, il y a les menaces. Tu auras une fessée, tu auras une gifle si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, tu auras ceci. Les menaces de privation aussi, les moqueries, singer l'enfant, se moquer de lui, les dénigrements. Il y a des parents, récemment, j'accompagne actuellement un couple où
l'enfant était en grosse crise émotionnelle et les parents disaient, ben, on ne comprend pas, on a toujours été bienveillant envers lui, on ne comprend pas. Pourtant, dans la famille, on l'appelle Babar, parce que c'est un enfant qui a des grandes oreilles. C'est un petit garçon de 3 ans qui a de grandes oreilles. Et ses parents, même son père, l'appelle Babar. Babar, l'éléphant aux grandes oreilles. Et pour eux, c'est mignon, c'est gentil. Ils ne se rendent pas compte que l'enfant, il se sent humilié et qu'une des raisons pour lesquelles il entre en crise, c'est parce que il est en défense contre cette humiliation qu'on lui inflige au quotidien. Et ça les fait rire. Donc, quand il dit, mais non, je ne suis pas Babar. Eux, ils rigolent et ils trouvent ça mignon et ils sont persuadés de faire une éducation bienveillante. Donc, les humiliations, la culpabilisation, quand on dit à l'enfant, à cause de toi, je suis fatigué, oh, tu me fatigues. Dire à un enfant, tu me fatigues, c'est lui mettre la responsabilité de notre état d'épuisement qui n'a rien à voir avec l'enfant. Si, en tant que parent, on est fatigué, c'est parce qu'on gère mal notre quotidien. Et ce n'est pas l'enfant qui nous fatigue. On se sent fatigué peut-être de tout ce qu'on a à apporter à l'enfant, de tout le soin, de répondre à ses besoins. Oui, c'est un travail exigeant, mais aucun intérêt à dire à l'enfant, voilà, tu me fatigues, et de le culpabiliser aussi pour le fait qu'il habite avec nous. Donc, il y a aussi les retraits d'amour qui sont vraiment de la violence psychologique. Quand on fait comprendre, croire à l'enfant que quand il continue ce comportement, on va arrêter de l'aimer. Quand on isole l'enfant, c'est assez commun en Europe, hein, tu as fait une bêtise, va dans ta chambre. C'est terrible, c'est une violence. C'est une violence. Et alors, oui, parfois, quand on entend ce genre de choses, on se dit, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On en parlera dans le deuxième volet. Mais pour moi, c'est important de prendre conscience en tant qu'adulte que nous avons connu, nous avons vécu, nous avons subi beaucoup de violences et que nous les transmettons tout le temps. Alors, il y a aussi, donc, quand je parlais des privations, hein, il y a des personnes, des parents qui vont dans des privations de nourriture. C'est terrible. Des privations de soins, des privations d'affection, je l'ai déjà dit, mais il y a aussi les silences, les absences de communication. Quand le parent il est fatigué, excédé, il se braque, il se mure, il ne parle plus à l'enfant. C'est de la violence. Alors, on peut aller beaucoup plus loin parce que pour moi, ce qui était important, c'est qu'on prenne conscience de toutes ces formes de violence. D'ailleurs, vous qui êtes présente, vous pouvez nous dire, est-ce que vous aviez conscience de tout ça, du fait que priver l'enfant de décès, par exemple, le menacer de ne plus avoir ses bonbons, le menacer de ne pas l'amener à son activité, l'empêcher de boire ou de manger ou d'aller aux toilettes en lui disant, ah non, tu es allé aux toilettes il y a 5 minutes, tu n'iras plus. C'est de la violence. Et quand la fameuse règle où on dit pas de biberon, un biberon toutes les 3 heures. Et si l'enfant réclame à 2 heures, l'enfant pleure à 2h30 parce qu'il lui faut un biberon, il a soif, il a faim, il pleure. On essaie différentes choses, mais on voit bien que l'enfant a faim. Ah ben non, tu n'auras pas ton biberon parce que le pédiatre a dit toutes les 3 heures et on attend qu'il soit exactement 3 heures pour donner le biberon. C'est de la violence. Pareil pour les siestes. Il y a des parents qui disent, oui, mon enfant fait la sieste à 13 heures. Et si l'enfant, à 12h40, donc 20 minutes avant l'heure de la sieste, manifeste des signes de fatigue, on dit, ben non, si je le couche maintenant, il va se réveiller plus tôt, il va casser mon programme, du coup, tu dois attendre. Et l'enfant pleure et après, on se fâche. Donc, toutes ces formes de violence, et je vais même aller plus loin. Dans nos sociétés, les bébés subissent de la violence dès le ventre, n'est-ce pas? Il y a des échographies anarchiques, des parents angoissés qui vont faire des dizaines d'échographies juste parce qu'ils veulent se rassurer. C'est de la violence. Le jour où on accouche l'enfant, on lui met la lumière crue, on le met sur une balance froide. C'est de la violence. Et l'enfant qui subit des violences déjà dans le ventre jusqu'à sa naissance, et comme je disais, privation de biberon, privation de sieste, les cris, etc., c'est de la violence. Et cet enfant, il intériorise toute cette violence et il nous le déverse après. Et là, on souffre. On se dit, oui, l'enfant, il est en crise, l'enfant, il est insupportable, l'enfant, il est difficile. Mais d'où vient cet enfant difficile? Il ne fait que rendre ce qu'il a reçu. Et je sais que ça peut faire mal quand on entend ça. Je sais. Je suis maman de 3 enfants. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Mais j'ai vraiment envie qu'on conscientise. C'est le premier pas. C'est accepter, voir les réprimandes, brimer l'enfant, l'obliger à faire plein de choses. Nous, quand on a froid, l'obliger à mettre un pull parce que nous avons froid, l'obliger à aller dormir parce que nous avons sommeil, l'obliger à dormir parce que nous voulons être en paix et ne pas être dans l'écoute, ne pas être dans la présence, c'est de la violence.
Voilà, Reine. Alors, c'est vrai que quand on t'écoute, on peut être envahi par une certaine culpabilité, mais vraiment l'objet de ce partage, ce n'est pas de culpabiliser les parents que nous sommes, c'est vraiment d'apporter une lumière sur quelque chose dont on n'a pas nécessairement conscience pour pouvoir y mettre du mieux après. Et voilà. Juste, je voulais rajouter, quand tu parlais de production de cortisol avec la violence que l'on subit, moi, je parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne aussi. Ouais, cette production de cortisol, en fait, elle a effectivement des effets psychologiques sur l'estime, la confiance et puis l'amour de soi, etc. Mais il y a aussi une étude très intéressante qui a été faite aux États-Unis des effets sur la santé. Et on a fait il y a une chercheuse américaine qui a fait une corrélation très forte entre le nombre de facteurs d'adversité que l'on rencontrait dans notre enfance et les 10 maladies les plus mortelles. Donc, dépression, cardiovasculaire, etc., etc. Donc, ça a fait l'objet d'un autre live dans le passé, mais je voulais juste le rappeler ici. Ensuite, j'ai oublié, je voulais intervenir aussi sur une troisième idée qui m'était venue en t'écoutant. Mais vas-y, je te laisse reprendre. J'aime beaucoup l'image là que je t'ai envoyée parce que parfois, quand on ne se rend pas compte en tant que parent, puisque nous, on a été récepteurs de violence, et donc on nous a forcément pour justement le mauvais revers de la résilience, et je sais que tu accompagnes les personnes à être résilientes, entre autres, c'est qu'on arrive pour pouvoir vivre avec toute cette violence qu'on a vécue et se sentir valable et aimable aussi de ses parents, qui sont quand même nos géniteurs, qui sont les premiers à être censés nous aimer. Mais on arrive à une banalisation de la violence. C'est d'ailleurs pour ça que les fameuses phrases « j'en suis pas morte », etc. Une fessée n'a jamais tué personne. N'a jamais tué personne, exactement. Et on en vient à complètement être complètement dans le déni finalement de ce que l'on vit dans notre quotidien. Et cette banalisation et cette normalisation, moi j'en parle beaucoup dans mes accompagnements, puisque c'est vraiment le terreau en fait de la continuité de ce fléau qu'est la violence aujourd'hui faite aux femmes, faite aux enfants, faite aux animaux, faite à la nature. Et c'est vraiment ça, c'est en fait quand je parle de résilience, moi je parle de résilience écologique. Et non pas parce que souvent on confond la résilience avec l'acceptation. Et le durcissement, tu vois, c'est le fait de mettre une barrière de protection hyper rigide, hyper forte, qui ne laisse rien passer, et de se croire résilient. C'est pas ça la vraie résilience. C'est ça, c'est une acceptation, une soumission, et c'est de la souffrance, et c'est encore de la violence qu'on s'inflige finalement en se soumettant à une situation liée à son environnement, que ce soit dans son couple ou vis-à-vis de ce qu'on vit dans la maison ou avec ses parents, enfin peu importe d'où elle vient, ou même dans le milieu professionnel. Et c'est de l'acceptation soumise, et ce n'est pas de la résilience. C'est pas parce qu'on est encore debout et qu'on est forte que ça veut dire qu'on est dans une résilience écologique. Donc voilà, il y a vraiment une distinction importante, moi, que j'apporte au niveau de mes accompagnements. Absolument. Et donc, je voulais juste revenir sur cette image que je t'ai envoyée qui, pour moi, exprime Elle est tellement partagée, bien. Tu la vois là sur l'écran? Oui, je la vois, tout à fait. Tu vois, donc c'est cette femme, avoir une plante d'intérieur qui fane et qu'on lui dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'arrose tous les jours, je t'ai mis au soleil, à la lumière, et voilà comment tu me remercies. Tu vois, la culpabilisation, là, tu perds tes feuilles, tu pousses de travers. Donc, tu as un mauvais comportement, tu ne fais pas ce que j'attends de toi, tu me déçois, et tu vas voir. Je vais te priver d'engrais et de soleil. Mais c'est ça qu'on fait. Va réfléchir sous l'escalier. Donc, on l'isole, on le prive d'amour, on le prive de soins, on prive de l'essentiel et on va lui montrer qui commande. Alors, quand on voit que c'est une... Est-ce que nous nous voyons parler comme ça à notre plan d'intérieur, chérie? Je pense que non. Enfin, j'espère que non. Et du coup, pourquoi parlons-nous comme ça à nos enfants que nous aimons plus que tout? Alors, voilà.
Vas-y. Là, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et le lien entre ce que l'on fait vivre à nos enfants d'une manière inconsciente le plus souvent, et c'est bien notre rôle quand on a touché à cette conscience de la partager. Eh bien, finalement, ce que l'on fait vivre à nos enfants, on continue en tant qu'adulte à le vivre à l'intérieur de soi, mais aussi à le vivre dans nos relations aux autres, au travail, avec nos parents ou avec notre conjoint. Et c'est vraiment voilà, cette banalisation, normalisation, en fait, elle se poursuit toute la vie tant qu'on n'a pas mis de la lumière dessus. Ce dénigrement, ces humiliations, cette ignorance, la culpabilisation, le non-respect de ses besoins, le rejet, le chantage, on le retrouve dans notre vie de couple. Moi, c'est ce que je vois beaucoup au niveau de mes accompagnements. Et il faut vraiment avoir conscience que finalement, être parent, c'est pas d'exercer son pouvoir, d'exercer son autorité, mais c'est d'accompagner, élever nos enfants à être des adultes qui soient épanouis effectivement et leur permettre en fait d'avoir plus tard dans tout leur rapport de vie, dans leur couple et avec leurs amis au travail, d'avoir ce rapport d'adulte à adulte. En analyse transactionnelle, il y a trois rôles, il y a l'adulte, le parent et l'enfant. Et finalement, on retrouve dans notre vie d'adulte, parce qu'on a été cet enfant qui a été violenté aussi, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins gravement, et ben on retrouve encore ces rapports où finalement on n'est pas d'adulte à adulte, à s'accompagner, à s'élever l'un l'autre, mais on est dans un rapport parent à enfant où on retrouve encore tous ces dénigrements, ces humiliations, ces contraintes et toute cette violence et tout à l'heure, qui... tu vois, ce que tu disais, tu parlais aussi dans le milieu du travail, ça me touche parce qu'actuellement, j'accompagne une femme et elle, dans son travail, elle est avec un... Okay, elle a son boss, son patron, qui est quelqu'un d'assez manipulateur, un grand manipulateur. Il est du genre, elle quitte son travail à 19h. À 19h10, il envoie un email long avec un dossier à traiter. Elle reprend son travail le lendemain à 9h, mais il veut le dossier sur son bureau à 9h. Donc, ce qui fait que régulièrement, elle est obligée de travailler la nuit après son travail parce que sinon, il met une pression énorme. Et donc, moi, dans un accompagnement, je lui disais, mais pourquoi n'es-tu pas capable de dire le lendemain, monsieur, je n'ai pas consulté mes mails. Donc, j'ai quitté mon travail à 19h. Je n'ai pas consulté mes mails et je suis venue, je viens de découvrir, il est 9h, parce que j'ai fait plusieurs propositions. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible? Et donc, elle répond automatiquement, oh, mais si je fais ça, il va se mettre dans une colère pas possible. Je dis oui, et donc, je dis, mais qui parle là à ce moment? Je lui ai demandé, est-ce que c'est toi, l'adulte, qui parle, qui a donc peur de cette violence verbale, parce qu'elle ne sera pas physique, de ce monsieur, de sa pression, ou c'est toi l'enfant? C'est ça. C'est exactement ça. Et finalement, en entretenant ça d'une façon inconsciente, finalement, on n'arrivera pas à résoudre cette violence que l'on retrouve dans la société. Et c'est vraiment, voilà, plus on sera nombreuses effectivement à conscientiser tout ça et à appliquer une nouvelle façon de faire, et ben, plus cette violence, finalement, elle n'aura plus de place. Tout à fait. Et là, c'est très bien cette image de Fanny Vella que tu nous proposes. Et c'est exactement ça. Donc, la bosse Moretti, vous avez pu contacter M. Sanchez pour le contrat. Il répond, hein, là on adulte, dans 5 minutes, Madame Costia, je suis en plein milieu de la rédaction d'un mail. Maintenant, Moretti, juste 5 minutes, il répond. Et puis, elle compte jusqu'à 3. Et on peut, l'intérêt, l'invitation de Fanny Vella est de nous transposer de comment nous faisons avec nos enfants. Donc, on lit, on regarde l'image et on se dit, voilà comment nous parlons à nos enfants. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous regardez ça?
C'est ça. Et ce sont des choses, effectivement, par rapport, c'est pour ça que je l'ai partagé pour illustrer ton propos, que l'on vit effectivement à la maison, au travail, où il y a toujours la même contrainte et donc finalement la même violence, sauf que comme notre seuil d'acceptation, d'acceptabilité, il est tellement haut qu'on s'imagine que ça ne nous fait rien, sauf que plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, on en devient à perdre son identité, à perdre son estime, à perdre sa confiance et du coup à s'en remettre complètement à l'extérieur pour être validé ou invalidé dans ce que nous faisons, même en tant qu'adultes. Et finalement, si on arrive justement à renverser la vapeur, pour nos propres enfants, on ne les inscrira pas dans ce seuil d'acceptabilité trop élevé et on les préservera et on permettra effectivement leur épanouissement. Absolument. Et aussi leur affirmation de soi, parce que clairement, là, il est en surcharge. Ce monsieur-là, il est en surcharge émotionnelle. Comment va-t-il réagir? Comment est-ce que nos enfants réagissent quand… Moi, il m'est encore arrivé le week-end dernier d'être à la plaine de jeu avec des familles, avec mes enfants. Et une maman a fait comme ça. Donc, elle a dit, Julien, on y va. Julien a continué, il était en train de glisser. Julien, on y va. Je vais compter jusqu'à 3. Et elle a commencé à compter. Et quand elle est allée à 3, elle a attrapé et ils sont partis. Mais je me suis dit, mais quelle violence! Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour l'enfant pour exprimer et vivre. Donc, c'est vraiment, donc voilà, elle avait son heure et c'est de la violence. Et alors, ce qui va être étonnant, c'est que 2 heures plus tard, cet enfant va peut-être faire une crise à la maison et elle va dire, mais je ne comprends pas, moi, je suis dans une éducation bienveillante, voilà. Merci. Chérie, on s'en va. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, on s'en va et c'est tout, tu joueras une autre fois. Alors, tant que… Moi, j'ai 3 enfants et effectivement, et j'ai eu l'occasion d'être invitée par toi sur la parentalité ancestrale pour parler finalement de cette reproduction que l'on peut avoir quand on a nous-mêmes subi des choses plus ou moins importantes dans notre enfance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand mon fils de 16 ans me dit « Mais maman, ce que tu fais avec ma dernière Lily Rose, si ça avait été moi ou si ça avait été nous, tu ne faisais pas comme ça ?» Je lui dis « Oui, c'est vrai. Je ne suis plus la même maman d'il y a 15 ans en arrière et je ne peux plus l'être. » Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir quand… moi, j'ai travaillé sur ma culpabilité parce que quand ça m'est venu en pleine face et je me suis dit, mais en fait, ce que je fais subir à mes enfants, c'est aussi de la violence éducative ordinaire. Alors, je ne les frappais pas. Je leur ai mis des fessées aussi parce que ça ne tuait pas, hein, n'est-ce pas? Et puis, il y a toute la violence psychologique que tu as décrit tout à l'heure. Et vraiment, j'ai dû me réconcilier avec cette culpabilité que je ressentais et apprendre à me pardonner, en fait, tout simplement. Oui. Tellement important. Merci de redire ça, que notre objectif ici, ce n'est pas que le parent se sente coupable, mais c'est qu'on ne peut pas guérir ce qu'on n'a pas… Je t'attendrai ici. Tu peux couper peut-être le son de Lola, de Gates, là, voilà. Donc, ce n'est pas la culpabilité, il ne faut pas se culpabiliser, c'est vraiment conscientiser. On ne peut pas guérir de ce qu'on n'a pas diagnostiqué. Donc, si le médecin ne dit pas « Ah oui, vous avez telle maladie », il ne pourra pas mettre en place un traitement. Donc, ici, ce que nous faisons, c'est prendre conscience de ce dont nous souffrons afin maintenant de proposer des solutions pour s'en libérer. Pour s'en libérer et puis pour libérer nos enfants aussi et nous épanouir évidemment parce qu'on ne peut pas rayonner on peut pas faire rayonner nos enfants sans rayonner nous-mêmes. J'avais partagé, je ne sais pas si tu te souviens, une publication où effectivement une maman complètement épuisée qui donnait
qui avait Oui, des elle avait ailes, 2 ailes ouais, décharnées et elle voulait encore donner à son enfant. qui donne à son enfant quelque chose qu'elle n'a pas. Et donc, c'est vraiment apprendre à s'offrir à soi-même avant de vouloir offrir à l'autre. Et voilà, et c'est un leurre, en fait, de croire qu'on pourra en faire, enfin, on peut faire de nos enfants des enfants épanouis, heureux, avec une bonne estime, un bon amour de soi, une bonne confiance en eux, si nous-mêmes, on n'a pas ça. Donc, c'est vraiment à partir de là. Donc là, bon, on a débordé un petit peu sur le comment faire, mais je pense que c'est quand même important de le signaler. Et puis, toujours par rapport à ce rapport parents-enfants, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que justement, l'objet de ce que nous partageons avec Nadège, c'est vraiment d'être l'adulte de notre enfant intérieur pour pouvoir reprendre en fait notre pouvoir et notre souveraineté et sortir la violence de notre vie d'une façon durable. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, mais de prise de conscience en prise de conscience, en fait, on va toujours faire mieux, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est se dire, OK, je fais de mon mieux. Et puis… Tu vois, ici sur cette image-ci, ce que j'aime bien, c'est de rappeler que j'ai tellement de parents que j'accompagne actuellement où l'enfant a un comportement à l'école, à la crèche, ou peu importe. On dit aux parents, et comme le parent, en tant que parent, on se sent mal quand notre enfant se comporte mal, on a envie, on ne veut pas être pris en échec, on ne veut pas qu'on nous dise que tu es une mauvaise mère ou un mauvais père. Du coup, on punit l'enfant est puni à l'école et on le punit à la maison. On met en place encore un truc à la maison pour le punir. Ah, ça, c'était horrible. Moi, je m'en souviens encore. J'ai mon fils, effectivement, qui avait récupéré des points rouges et tout, et où la maîtresse me dit, votre enfant, il est hors cadre. Et du coup, je me suis sentie obligée de l'engueuler encore. Et genre, bon, qu'est-ce que vous allez mettre en place chez vous pour punir de nouveau votre enfant. Enfin, et quand j'ai vécu ça, j'étais malheureuse comme la pierre et je me suis dit, mais non, en fait, je me suis fait laisser dicter par la maîtresse, par la société, un comportement, moi, que je ne voulais pas avoir et je me suis sentie obligée. Donc, finalement, j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur, en fait. Tout à fait. Et tu vois la phrase là, et ça m'a touchée, moi. Il a dit, donc je bloque sur un truc, j'ose pas lui en parler. Quand on fait ça, l'enfant ne communique pas. Il se comporte mal à l'extérieur, on se sent obligé de le punir, mais non, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de communication. Mais ce que je veux rappeler ici, merci pour ton… Excuse-moi, j'ai rebondi sur ce que tu disais, c'est tellement important. Et là, c'est un outil hyper précieux que je vous donne. Un mauvais comportement le but n'est pas quelle punition adopter. Ce n'est pas ça la première phrase qui vient dans votre tête. La première phrase, c'est de quoi a-t-il besoin? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui répond à ce besoin-là? Donc, il a un comportement. Comment je vais l'aider à changer ça, à faire autrement? C'est tout ce qu'on a. C'est notre rôle de parent, ça. Notre rôle de parent n'est pas de devenir des gendarmes, des juges et des bourreaux, mais c'est d'accompagner à améliorer. Oh là là, celle-là me touche le cœur. Oui, je voulais qu'on puisse en parler parce que, encore une fois, quand on fait le lien de ce qu'on fait vivre à nos enfants et de ce que l'on vit dans notre vie d'adulte, c'est exactement la même chose, c'est le non-respect de nos propres besoins et on ne nous laisse même pas l'exprimer. Et c'est là qu'on perd notre identité et c'est là qu'effectivement on prend le chemin de la dépression, du mal-être et dans notre vie ou du burn-out parental, enfin, parce qu'on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute de nos propres besoins, de ce que cela exprime. Et si on n'apprend pas effectivement à apprendre à nos enfants d'être à cette écoute-là, ils ne le seront pas non plus à l'âge adulte. Exactement. Mais il y a des personnes, c'est très bien que tu dis ça, c'est le déni de l'émotion de l'enfant. Le problème, comme tu dis, c'est le fait qu'on ne peut pas être capable d'être dans l'empathie. Quand on n'est pas dans l'empathie envers soi-même, donc, ça commence par moi. C'est-à-dire me mettre à la place de l'autre. Mais si je suis déconnectée, refroidie, barricadée, insensible moi-même, si j'arrive pas à dire non, ça dit que je suis épuisée et on me dit, viens manger chez nous. Et je n'ai pas la puissance intérieure nécessaire pour dire, écoute,
je ne peux pas venir parce que je suis fatiguée. Je ne peux pas alors dire à mon enfant, respecte-toi. Alors, il y a Vanny qui met, est-ce que les besoins ont aussi nos valeurs? Est-ce que c'est que les besoins ou nos valeurs? Tu peux faire une phrase complète parce que je ne sais pas dans quel cadre tu poses cette question. Ou nous le dire directement. Ou nous le dire, hein, tu peux ouvrir ton micro et parler. Oui, bonjour Nadège, bonjour. Bonjour à tous. Oui, en fait, c'était j'ai entendu quand elle a dit qu'elle parlait quand on mène à la dépression, quand on mène au burn-out, etc., c'est parce qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos besoins. Donc, en fait, je voulais savoir si c'était aussi nos valeurs ou c'est que nos besoins. Voilà, pardon. Super, merci. Reine, je te laisse. Et nos valeurs et nos besoins, c'est-à-dire que quand on ne respecte pas nos besoins aussi, on perd le lien avec nos valeurs et ce qui est important pour nous. Or, une première valeur qu'on a quand on devient maman et dans notre vie de femme et d'adulte, c'est d'être heureux et voir quelles règles on met en place pour être heureux et quelles règles on met en place pour rendre nos enfants le plus heureux, le plus épanoui possible. Et quand il y a une dissonance, du coup, on respecte ni nos besoins, ni nos valeurs. Absolument. Pour moi, les deux sont évidemment liés, hein, nos besoins et nos valeurs. Les valeurs peuvent varier selon la période de notre vie. Peut-être que quand on a 20 ans, on a une valeur importante qui est peut-être les sorties. Ça peut être une valeur dans le sport, les sorties, hein, le lien social, le fait d'être en lien. Je ne sais pas quel est le mot exact, mais ça peut être ça. Donc, la sociabilité peut être une valeur quand on a 20 ans. Peut-être quand on a 35 ans, on a 2, 3 enfants. Peut-être qu'à ce moment-là, la valeur la plus importante, c'est la famille, ou en tout cas le bien-être, ou le bonheur. Mais non, si j'ai un besoin, donc j'ai ma valeur, on va dire par exemple famille, et que mon besoin est donc d'être bien quand même dans ma famille, et que malheureusement, au quotidien, c'est les cris, c'est les chicanes, c'est les histoires et tout, c'est sûr que je ne réponds ni à mes besoins, ni à mes valeurs. Donc, les deux peuvent être liés, quoi. Donc, évidemment que quand on ne respecte ni l'un ni l'autre, c'est sûr que c'est la dépression et le burn-out, en tout cas, le mal-être total. C'est aussi le fait qu'on ne soit pas satisfait et qu'on soit en perte de sens d'une manière générale dans notre vie. Et cette perte de sens peut se manifester au travail, elle peut se manifester dans notre couple, elle peut se manifester partout en fait. Donc, c'est juste ça dont il faut avoir conscience. Alors, je vous ai partagé cette image parce que en fait, finalement, quand on agit de la sorte avec nos enfants, un âne, voilà, on va le faire avancer avec une carotte au bout d'un bâton et puis on va le menacer avec un bâton s'il n'avance pas comme on veut. Donc, c'est récompense, sanction. Et finalement, en continuant à perpétuer ce type de rapport avec nos enfants, ou même dans notre vie d'adulte, professionnelle, personnelle, et finalement, on se comporte comme des ânes et on apprend à nos enfants à être eux aussi des ânes, c'est-à-dire à marcher qu'avec la récompense et qu'avec la sanction. Et finalement, ça va être super contre-productif parce que on va leur faire perdre leur pouvoir personnel, c'est-à-dire d'avoir le choix d'aller dans telle direction parce que ça leur convient bien et parce qu'ils savent qu'ils vont bien manger à tel endroit. Et on va finalement, inconsciemment, leur envoyer comme message qu'ils doivent se remettre à l'extérieur, c'est-à-dire soit à la carotte, soit à la sanction pour avancer. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, et cette carotte et cette sanction, finalement, récompense-sanction, ça devient complètement contre-productif parce que si on veut obtenir de notre enfant qu'il fasse plus de sport, si on lui dit « Ah oui, mais si tu ne vas pas au sport, je vais te priver de l'ordinateur. » Allez, hop, ça y est, je me suis démasquée. Finalement, ça ne va pas lui donner plus envie à mon enfant d'aller au sport, puisque je vais pas obtenir ce que je voudrais avoir sur la valeur sport, la valeur santé, la valeur en le sanctionnant en fait, ou en le menaçant d'une sanction.
Et c'est ça, en fait. Et ça, on le retrouve encore une fois, et j'insiste, dans nos vies personnelles, puisque quand on vit du chantage, de l'humiliation, du dénigrement, de l'ignorance dans nos vies, et ben c'est ça, c'est qu'on a peur du bâton et qu'on marche sur des œufs dans notre vie professionnelle ou dans notre couple. On s'en remet, on attend soit la récompense de l'autre en me disant ah ben ma chérie finalement je t'aime, ou la sanction ben j'ai pas été sage, et voilà, et c'est qu'un éternel recommencement en fait, ben, qui ont des applications dans vraiment tous nos domaines de vie. Absolument, absolument. Et ce que je veux encore dire une fois, c'est que malheureusement, nous intériorisons cette façon de faire. La carotte est là, nous avons ça à l'intérieur de nous. Et ce qui fait qu'une maman, elle est épuisée, il est 21 heures, mais elle ne peut pas s'empêcher de faire la vaisselle, de lancer ci, de faire un linge, de repasser, etc. Parce qu'elle dit, mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Et si je ne le fais pas, je ne mérite pas de me reposer. Ce n'est pas normal que je sois fatiguée, etc. Donc, toute cette contrainte qu'on se met à l'intérieur de soi, c'est comme si je ne mérite pas d'être tranquille, je ne mérite pas d'être en paix aussi. Je ne mérite pas d'être juste bien. Je ne mérite pas de me reposer, de me ressourcer parce que je n'ai pas fait assez, je n'ai pas donné assez. On est tellement exigeant. Et je ne mérite pas d'aller rechercher nos ressources intérieures, vraiment. Je ne mérite pas d'aller chercher ma lumière aussi. Tu vois, parce que voilà. Absolument. Et ça vient de là, de ce qu'on nous a éduqués depuis petit, avec cette violence-là, donc violence qui était à l'extérieur, que nous avons mis à l'intérieur et que nous déversons sur nos enfants et qu'ils déversent sur nous, que peut-être notre compagnon ou nous, enfin en tout cas, où on continue dans le couple. Bref, de la violence partout, à tous les étages. Génial. Avez-vous des questions? Alors oui, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je pensais que Lola, tu voulais dire quelque chose. Mais sinon, alors, je vais peut-être rapidement dire comment faire mieux. On a donné plein de petites pépites. Tout est clair, merci. OK, super. Tant mieux. Donc, comment faire mieux? Je pense que le premier pas, c'est vraiment, donc on a dit la prise de conscience. Ah oui, effectivement, je suis violente envers moi-même parce que je ne m'écoute pas, je n'écoute pas mes besoins, je ne respecte pas mes besoins, je me contrains à faire des choses. Je suis peut-être, je me menace moi-même en me disant, en ne m'autorisant pas plein de choses, etc. Donc, prendre conscience de la violence intérieure de moi à moi, prendre conscience de la violence que je fais à l'extérieur, moi sur mes enfants, sur mon compagnon, au travail, sur mes amis, peut-être même sur ma mère. Ça arrive qu'on fasse ça aussi en disant à notre mère, oui, à Noël dernier, je ne sais pas moi, tu m'as oublié, tu ne m'as pas refait ceci, donc, etc. Donc, juste prendre conscience sans culpabilité. Ensuite, pour moi, c'est important aussi de prendre conscience de la violence des autres sur nous. Qui me violente en ce moment? Est-ce que mon fils, ma fille, mes enfants, est-ce qu'il me renvoie ça? Mon compagnon, mon mari, enfin bref, l'homme de ma vie, est-ce qu'il est violent avec moi? Et en sachant que les menaces, les humiliations, les mots du genre, t'as encore grossi, toi, c'est de la violence. Ce n'est pas normal que l'homme qui partage ma vie, qui est censé m'aimer, me fasse des critiques comme ça. Alors, bien évidemment qu'il pourrait me dire, voilà, c'est une question de forme, je veux dire. Donc, prendre conscience de ça, où est-ce que je suis par rapport à la violence dans ma vie, récepteur et émetteur. Parce qu'on est les deux. On est les deux, finalement. On est les deux. Donc, je prends conscience de ça. Et puis, je décide de changer. Harcèlement et le chantage, manipulation, c'est aussi une violence. Absolument. Absolument. Tout à fait. Le harcèlement, le chantage, la manipulation, c'est tout à fait de la violence. C'est ce qu'on fait aussi. Enfin, c'est ce que font beaucoup de parents. Et voilà. Et j'avoue que j'en suis pas sortie, moi, personnellement. Donc, et pourtant, j'y travaille. Mais voilà. Donc, alors oui, on peut dire ça. Hein. Le but n'est pas de dire demain, c'est fini la violence. Non. C'est un chemin et c'est un cheminement. Alors, quand est-ce que je me suis surpris la dernière fois? Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment travaillé sur ça et grâce à d'autres outils, je ne suis plus tellement émettrice de violence, en tout cas
C'est très rare, mais je veux dire, je vais quand même chercher dans ma tête un événement qui m'est arrivé où je me suis surprise. Je vois, c'est par rapport à mon dernier fils, qui est mon enfant symptôme, comme j'aime l'appeler, qui m'a dit quelque chose. Et puis, je lui ai tout de suite répondu en étant... Je lui ai dit, ben non, c'est pas possible, tu ne pourras pas le faire. Mais en le disant, je dis, ben, pourquoi tu dis ça? Donc, tout de suite, j'ai assez vite pris conscience. C'est pour dire que oui, ça nous arrive tout le temps. Donc, de comprendre que c'est un cheminement. Et pour moi, le chemin commence par soi. Parce que tout part de nous. Qui je suis? Quelles sont mes limites? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui? Qu'est-ce qui est possible? C'est-à-dire, c'est moi qui dois déterminer tout ça. Et il y a à partir de soi, il y a cette notion de recouvrer ses ressources et son identité. Parce que surtout, enfin moi j'accompagne beaucoup des personnes qui ont connu de la violence dans l'enfance et dans la vie d'adulte. Et à force de se prendre des violences, il y a une perte d'identité. C'est-à-dire qu'on ne nourrit pas la rose pour qu'elle s'épanouisse, on en fait une rose flétrie, en fait. Alors que la ressource de la rose, je reviens sur ton image de tout à l'heure, la ressource de la rose, c'est de s'ouvrir et d'offrir ses belles couleurs et de s'ouvrir au soleil. Et du coup, recontacter cette identité est aussi fondamental, en fait, pour faire mieux. Recontacter avec ses valeurs, ses besoins, on en parlait. Il y a une étape aussi, j'imagine que tu l'utilises aussi, Nadège, c'est aussi passer par une phase de pardon. Voilà. De pardon de soi, avant tout. Pardon. Moi, je fais ça. Hein. C'est vraiment un pas énorme, important. Alors, il y a plusieurs étapes. Hein. Quand je parle de revenir à soi, ça va être donc de se pardonner. Et moi, j'ai une formation sur le parcours amour de soi qui est 21 jours pour guérir son enfant intérieur et grandir en amour de soi. Alors, quand on achète cette formation ou pas, vous pouvez me contacter si vous voulez la suivre. Je pense que les premiers pas, c'est vraiment de revenir à son histoire, à son identité. Qui est-ce que j'étais? Qui est-ce que je suis? Qui est la vraie moi, quand tu parles d'identité originelle? Exact. Parce qu'il faut voir aussi qu'est-ce que j'ai subi comme violence dans mon passé, dans mon histoire personnelle. Et c'est ce travail intérieur-là qui, idéalement, est accompagné parce que, bon, ce n'est pas facile de prendre assez de recul quand on est tout seul, il faut quand même se dire la vérité, même si certaines personnes arrivent très bien toutes seules. C'est commencer ça et puis s'observer. Deuxième clé. Donc, première clé, donc travailler sur soi, enfant intérieur, identité, qui je suis, mes limites, mes besoins, etc. Et puis, deuxième clé, observation de l'extérieur. De me surprendre, être émettrice ou réceptrice de violence. C'est ouvrir ma conscience. Ça veut dire que demain, quand je vais être en train de hurler sur mon fils, qu'il y a une alarme à l'intérieur de moi, ok, là, je suis en train d'être violente. De la même façon, si mon fils ou mon homme, enfin bref, quelqu'un est violent envers moi, tic-tic dans ma tête, ah tiens, on est violent envers moi. C'est ça. Si on arrive à ça, à l'alarme, oui. C'est oui, déjà ça. énorme. Le plus compliqué, ça va être le déni. Ça va être, Et une fois qu'on sort du déni et qu'on conscientise, et là, on peut mettre la pommade pour réparer. Absolument. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un cheminement. Et à partir de là, maintenant, faire des ajustements. Que faire à la place? OK, il m'a dit ça. Comment je réagis? OK, j'ai dit ça. Comment je répare? Comment je fais mieux? Ça, après, c'est un cheminement de soi à soi et de soi dans la relation avec l'autre. Forcément, quand on veut sortir de la violence, quel est le contraire de la violence? C'est l'amour. Et moi, moi, c'est ma passion, l'amour. Et donc, comment je donne plus d'amour? Et j'ai envie d'amener, moi, quand mon enfant, et c'est ce que moi j'ai appris chez les premiers, quand une personne se comporte mal, la question n'est pas comment le punir, la question c'est comment l'aimer. Comment est-ce que je lui apporte tellement d'amour qu'il change son comportement? Parce que je lui dis, je peux raconter un exemple. Les garçons, j'ai un de mes garçons qui est très, très sensible au regard des autres. Et il veut jouer avec les grands. Il en rêve depuis l'année passée. Il était en maternelle, il voulait être avec les grands, avec les primaires. Les primaires, c'était pour lui le top du top. Et malheureusement, des garçons de primaire lui ont donc dit
déshabille-toi, donc mets-toi en culotte et en caleçon, pardon, il paraît que je ne dois pas dire culotte pour un garçon. Mets-toi en caleçon et puis on pourra jouer avec toi. Mais il s'est déshabillé devant la classe, devant à l'école, et il y a eu beaucoup de moqueries. Après, il s'est senti vraiment humilié. Et quand je l'ai pris, on m'a raconté, hein, ah oui, voilà, c'est pas normal, il faut lui parler de l'intimité, etc. J'ai dit, je l'ai pris, je n'ai rien dit, on est rentré à la maison. Et je laissais du temps. Je n'ai rien fait, ni punition, ni parler, ni réprimande, rien du tout. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'il était précieux à mon cœur et que je suis tellement fière de l'avoir dans ma vie et que je me souviendrai toujours le jour où j'ai senti qu'il a bougé dans mon ventre. C'était le jour le plus beau de ma vie, etc. Donc, je lui ai parlé d'amour. Oui. Et après un quart d'heure, il est venu, il m'a dit, tu sais, maman, aujourd'hui, je me suis mis tout nu à l'école et les gens se sont moqués de moi. J'ai dit, ah, et tu as ressenti quoi? J'avais vraiment honte parce que, je dis, mais voilà, pourquoi tu as fait ça? Mais parce que les grands, ils me l'ont demandé, etc. On a pu discuter, en fait. Depuis, il a conscience que la prochaine fois qu'on me demandera quelque chose, ben, je vais réfléchir. Donc, très souvent, ce n'est pas de punition que notre enfant a besoin, c'est d'amour. Très souvent. Voilà ce que je peux dire sur ça. Mais évidemment, hein, on ne peut pas donner cet amour-là quand nous-mêmes, on est dans l'urgence. Quand nous-mêmes, on n'est pas connecté à nos besoins. Quand moi, je me suis dit, OK, si je fais ça, comment j'ai envie que ma maman réagisse? C'est dans cet état-là que moi, je parle à mes enfants. Mais si c'est pour se défendre ou sa survie, donc, ce n'est pas de réagir à la violence. Ouais, en fait, Vanny, je pense qu'elle intervenait sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que de ne pas réagir à la violence, et c'est là que tu as parlé d'amour. Et elle dit, mais oui, mais si je dois me défendre ou si je dois être en mode survie, je ne dois pas réagir non plus. Voilà. OK. Non, mais ici, il faut pas confondre les choses. Hein. Donc, évidemment, quand… oui, elle a dit, donc c'est ça. Alors, il faut savoir que le mode survie, déjà, c'est le mode stress, c'est le mode lutte-fuite, hein, et c'est le mode de la personne qui a reçu beaucoup de violence. Quand on arrive à un état apaisé, à un état d'amour, déjà, moi, j'en suis persuadée, hein, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, déjà, on inspire beaucoup moins de violence extérieure. Parce que notre énergie, notre présence, c'est ma vision. Hein, Reine, tu me diras. Oui, non, mais j'abonde complètement. C'est aussi complètement ma vision. Ouais. Et ensuite, quand on est dans l'affirmation de soi, dans la conscience de soi, dans qui je suis, de ses valeurs, de son identité, de ses ressources, on n'a plus besoin de lutter. On n'a plus besoin d'être en mode survie. On ne fait que mettre notre énergie dans notre joie, dans notre liberté et dans l'amour qu'on a à déployer autour de soi. Et ça, c'est vraiment fondamental. Si on se sent en mode survie, c'est qu'on n'est pas encore sorti de là où on doit sortir. Tout à fait. Parce que, voilà, je pense qu'il faut renvoyer des phrases aux personnes qui… Si c'est des violences verbales, ah bon, c'est ce que tu penses? Des phrases toutes simples vont déjà faire redonner la balle à la personne qui intervient sur vous calmement, en fait. Et ça aura plus d'impact que n'importe quelle réaction de défense. Exactement. Maintenant, évidemment, s'il y a une attaque physique, là, pour moi, ce serait de quitter cet endroit. Enfin, en tout cas, voilà, ça dépendra des cas. Mais ce que de toute façon, s'il y a de la violence effectivement physique, je veux dire, on ne peut pas dire ah ben non, voilà, restez là et prenez les coups et envoyez de l'amour. Non, ça ne marche pas avec tout le monde. On est bien d'accord. Mais par contre, effectivement, Vanny disait effectivement, quand on est dans cet amour de soi et dans cette reconnexion à soi et de ses ressources et de ses valeurs qu'on s'est pardonné, qu'on a travaillé toute cette conscientisation liée à notre histoire, eh bien, effectivement, on n'attire plus cette violence. On n'attire plus la violence dans sa vie. Et même quand elle est encore présente… Une phrase… Oui, attends, tu pourras continuer. Il y a une phrase que moi, j'ai dit à mon papa quand j'avais 15 ans. Moi, il faut savoir que j'ai eu des fessées, moi, j'ai eu des gifles. Et quand j'avais 15 ans, mon papa, il m'a tapé avec sa ceinture. Il a enlevé sa ceinture. J'avais demandé la permission pour aller voir un film mercredi après-midi qui était sorti avec mes copines et il a refusé. Et bien sûr, je suis allée contre son avis. Donc, j'ai skippé la maison pour y aller. Et quand je suis revenue à la maison, il était 18h, il a pris sa ceinture, il a enlevé sa ceinture de son pantalon et il m'a frappé avec ça.
Et je me souviendrai toujours parce qu'il m'a donné un coup avec la ceinture, j'ai attrapé la ceinture, je lui ai dit, on n'impose pas le respect, on l'inspire. Et en me tapant avec ta ceinture, tu n'inspires aucun respect. Tu pourras me donner 100 000 coups, je ne te respecterai pas. Et j'ai lâché la ceinture, il ne m'a plus tapé. Et ce jour-là a marqué un changement dans notre vie, dans nos rapports. C'est ça que je veux dire quand je dis, quand tu es dans l'affirmation de soi, il y a des choses qui s'arrêtent. Je pense que si je n'avais pas réagi comme ça, il m'aurait donné 20 coups, j'aurais pleuré, et puis je me serais dit, ouais, c'est parce que je suis sortie contre son avis qui m'a tapé, j'aurais accepté, validé cette violence. OK, je suis sortie contre ton avis, contre la permission, mais je ne mérite pas d'être tapée. Tu vois, c'était dans cette force-là que j'ai dit stop, j'ai dit non. Donc, voilà comment on peut réagir, par exemple, par rapport à la violence. Exactement. Et je dis ça par rapport à mes enfants aussi. Le respect s'inspire. C'est pas, on n'impose pas le respect par violence. C'est parce que je suis tellement dans l'affirmation de moi qu'on me respecte. Et mes enfants, c'est ça. Moi, je n'ai jamais tapé mes enfants, mais quand je lève les yeux, ben, ils me respectent, ça, je peux dire. Je n'ai jamais eu besoin de les taper pour ça. Parce qu'ils savent que quand maman a ses limites, et ils savent, on en parle tout le temps. Donc, voilà ce que je peux dire. Excuse-moi, j'ai pensé à ça en un éclair. Oui, non, mais merci pour ce partage, Nadège. Oui, en fait, c'est en mettant le haut là, en mettant le stop, en fait, et je parle surtout aux femmes qui continuent à vivre de la violence au sein de leur relation amoureuse, si on peut appeler ça une relation amoureuse, puisque l'amour, ce n'est pas ça. Mais dans leur relation de couple, c'est de mettre le stop, en fait. Et ça peut revêtir plusieurs formes. Donc, Nadège, elle l'a exprimé physiquement à son père en arrêtant la ceinture et en s'affirmant. Mais l'affirmation passe aussi par la plainte, par exemple, par d'autres actions qui dit ok, là maintenant c'est stop, parce que tant que ce stop n'est pas matérialisé, eh bien en fait il continue à vivre. J'ai une jeune fille qui s'est confiée à moi et 14 ans, violence psychologique de la part du père, et j'en peux plus, à s'auto-mutiler, etc. Et donc, j'ai beaucoup échangé avec elle, et je l'ai amenée en fait à se reconnecter à ses valeurs et à sortir de la dissonance dans laquelle elle se trouvait entre l'amour qu'elle ressentait pour ce parent et ce qu'elle vivait et comment elle le vivait. Et du coup, elle a vraiment compris qu'en fait, ce n'est pas en restant dans le silence qu'elle allait pouvoir arrêter cette situation. Et c'était touchant parce qu'elle me dit, mais si je parle, ça va être pire, ce sera pire. Et je lui ai dit, mais tu vis déjà le pire. Regarde, tu n'as pas parlé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, du coup, c'est effectivement matérialiser et mettre dans la matière, en fait, le stop. Donc, voilà. Et quand on vit de la violence conjugale, eh ben, c'est la plainte, quand la plainte se justifie. C'est d'autres actions, c'est de partir, c'est matérialiser, ok, je n'ai pas à supporter ça, je m'affirme. Et, tout à fait. Et je tiens à dire aussi, quand on est dans ce travail, que dans un couple, dans une relation de couple, le respect, c'est la base. Je le dis parce que c'est intéressant de prendre le temps, hein, vous qui êtes là, de dire c'est quoi le respect pour moi? Et voir est-ce que l'homme de ma vie, il me respecte? Et s'il ne me respecte, qu'est-ce que moi j'ai autorisé comme non-respect en fait? Parce que c'est souvent nous, hein, parce qu'on n'a pas mis nos limites au début de la relation. Et quand on a conscientisé maintenant, pour moi, le respect, c'est ça. S'il me respectait, il ne ferait pas ci, il ne ferait pas ça, il ne ferait pas ça. Comment je vais communiquer avec lui par rapport à ça? C'est important, c'est des conversations passionnantes à avoir en couple. En plus, ça va pouvoir permettre renforcer les liens dans le couple. Quand on est en couple, ce n'est pas seulement se parler d'amour, ce n'est pas seulement des je t'aime, machin. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est parler aussi de c'est quoi pour toi le respect? C'est quoi pour toi l'engagement? C'est quoi pour toi, comment tu nous vois dans 5 ans, dans 10 ans? Des choses qui vont ramener la cohésion dans le couple. Plus d'intensité dans nos relations, quoi. Juste que par rapport au partage, aux commentaires de Vanny, je pense, simplement, il y a
la difficulté, c'est que, enfin, voilà, je suis aussi, enfin, je fais beaucoup de psycho-neuronutrition et je travaille sur les bilans neurobiochimiques. Et il s'avère qu'on a une prédisposition neurobiochimique qui nous enferme dans des situations récurrentes de violence, puisqu'il y a un déséquilibre entre le circuit électrique de nos différents neurotransmetteurs. Et il y a un profil de victime de violence. J'ai publié j'ai sur ma page une conférence que j'ai donnée sur le déséquilibre neurobiochimique et les prédispositions à la dépression et au burn-out. Et en fait, tant qu'on peut rétablir ça, ce n'est pas irrémédiable, c'est-à-dire que ça se travaille avec des exercices, en travaillant sur notre psychologie, mais également en ayant un support pour permettre à notre cerveau de fonctionner correctement et de tout rééquilibrer. Donc, je ne vais pas tout expliquer, mais comment dire, cette mésestime, elle est aussi expliquée par un déséquilibre neurobiochimique et cette affirmation dont parle Nadège et dont je pourrais aussi vous parler finalement. Le problème, c'est que des personnes qui se retrouvent dans des situations de violence à l'âge adulte, que ce soit professionnellement ou dans leur vie personnelle, ce sont des personnes qui se remettent à l'extérieur. C'est-à-dire que je parlais de l'âne, voilà, on attend la sanction, on attend la récompense et on remet notre pouvoir à l'extérieur parce qu'on a besoin d'être validé et parce qu'on a besoin d'amour, parce qu'on ne s'aime pas justement assez. Et donc, en revenant à soi, finalement, on rééquilibre les choses et on ne permet plus, en fait, cette attente extérieure à avoir autant d'impact sur nous et à nous impacter autant en termes de souffrance. Et ça, c'est important de prendre conscience que finalement, c'est notre personnalité. Je sais que oui, c'est très important ce que tu dis et tu me fais penser, j'accompagne actuellement une maman avec un adolescent de 13 ans qui subit de la violence de par son enfant. Donc, son garçon, donc, je vais lui recommander de te suivre le 20 octobre avec ce que tu veux partager. Donc, elle a vécu de la violence en couple, elle est séparée, elle habite seule avec cet enfant de 13 ans qui est violent envers elle. Tu vois? Et donc, ce que tu dis est très intéressant par rapport au profil, parce que moi, j'en suis persuadée aussi. Aussi, c'est une maman qui est solo, donc avec son enfant. Elle est dans énormément un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Elle a tellement besoin que cet enfant l'aime, la valide et finalement que cet enfant lui dise « t'es une bonne mère ». D'ailleurs, en parenthèse, quand l'enfant lui dit « t'es nulle », elle souffre. T'es une mauvaise mère, elle en souffre tellement. Mais quand elle n'arrivera pas à un état assez d'affirmation de soi pour que l'enfant pense, moi je dis à mes enfants, que vous pensez que je suis une bonne, une mauvaise, peu importe, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Et quand on n'arrive pas à cet état de non-dépendance du regard de l'autre, même de son enfant, c'est important ce que je dis parce que beaucoup de parents dont les enfants font des crises émotionnelles, l'enfant attend cette sécurité, cet ancrage, ce pilier et il tombe dans le vide. Maman dit aime-moi, aime-moi, aime-moi et quand maman est dans aime-moi, maman, elle est dans le chaos. Dans la culpabilité, dans le manque d'amour et effectivement, ce qu'on pense être le mieux. Tout à fait. Cette violence peut être aussi, c'est une piste à explorer parce que justement, l'enfant n'a pas un pilier en face de lui. Il a quelqu'un qui a besoin. Tu ne manges pas de poisson? Prends ceci. Tu veux un bonbon? Ok, d'accord. Etc. On donne beaucoup parce qu'on a besoin d'être aimé. Et ça ne convient pas. Ce n'est pas... Voilà. C'est ça. Voilà. Et je rebondis, je ne sais pas si on l'a bien exprimé, mais en fait, finalement, de la façon dont on élève nos enfants, dont on les fait grandir, et surtout quand en plus il y a cette violence qui existe dans le couple, parce que là, on ne l'a pas trop abordé, mais effectivement, ce sont encore des facteurs d'adversité qui sont importants avec des productions de cortisol. Imaginez que vous êtes dans une forêt, que vous voyez un ours en face de vous, il y a toute une production chimique au niveau du cerveau qui se passe et vous vous mettez en mode combat ou en mode fuite. Mais imaginez que cet ours, il rentre tous les soirs chez vous.
et que tous les soirs, il vous dit, voilà, donc surproduction de cortisol, etc. Donc, nos enfants, en fait, tout leur développement, même de leur système immunitaire, va être complètement impacté. Et quand cette violence existe d'une manière répétitive à la maison, et ben finalement, on en fait malheureusement, et c'est pour ça que ce fléau de la violence, et ben on ne prend pas dans le bon bout, parce qu'on en fait des récepteurs de violence à l'âge adulte, et on en fait des émetteurs de violence à l'âge adulte également, suivant le caractère et la personnalité et la constitution neurobiochimique de ces enfants, puisqu'ils ont une constitution propre, et selon leur dominante, et ben ils vont être plus émetteurs ou plus récepteurs. Voilà, suivant les carences et les déséquilibres qu'il y a. Donc, c'est important de bien comprendre que, oui, ça a l'air complexe. Finalement, c'est super simple. Si vous deviez retenir une chose, c'est soi, à partir de soi, alignement, affirmation, prise de pouvoir, revenir à son intérieur et être souveraine. Je sais qu'on est sur le même registre avec Nadège. sur la souveraineté, mais c'est la base. C'est vraiment la base. Merci, Reine. C'est vraiment la base, je suis d'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, je fais tout pour ne pas les éduquer dans la violence, mais dans l'amour et pas reproduire. Merci, Vanny. Effectivement, justement, moi, cette phrase, elle m'interpelle parce que c'est hyper dangereux, en fait. Comme on a dit tout à l'heure, tu n'as pas cette image, Reine. Reine, elle avait partagé une image d'une femme qui était un ange, on va dire, avec des ailes totalement décharnées. Il lui restait 2 plumes là, une plume là. Elle avait son enfant qui avait toutes ses ailes, plus ou moins. Et puis, elle a arraché une de ses plumes pour étoffer l'aile de l'enfant. Alors qu'elle-même, elle est décharnée. Alors, beaucoup de gens ont dit, oh, waouh, oh, la maman, elle se sacrifie pour son enfant. Oh, les mamans sont géniales, etc. C'est faux. Donc, quand tu dis, je fais tout pour ne pas les éduquer dans la violence, ça m'interpelle. Attention, la chose la plus importante à faire pour ne pas les éduquer dans la violence, c'est toi de sortir de la violence. Tu vois, parce que tant que tu vis dans un univers de violence et que tu es violente envers toi-même, tu peux inconsciemment, involontairement être émettrice de violence. Voilà, je voulais juste redire ça. On l'a dit un petit peu, oui. Mais c'est important de le dire. Je pense que tu es d'accord avec moi, Reine. C'est ça. Et que, voilà, je n'ai pas vu le début. OK. C'est la conscientisation et puis le travail peu à peu de soi à soi. Éviter de les frapper, de les insulter. Je sais que j'en ai souffert. Merci. Oui. Oui. Donc, voilà, en tout cas, ce que moi, j'avais envie de partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On a fait une petite heure ensemble, une bonne heure ensemble. Donc, une bonne heure, oui. Alors, j'essaye de voir si je retrouve cette image rapidement dans mon... Voilà. En tous les cas, ce que je pourrais rajouter en termes de comment faire mieux, c'est de continuer à travailler, à s'intéresser à son histoire, à s'intéresser, à mettre en conscience, à mettre en lumière effectivement ces schémas répétitifs. Pour moi, il y a une clé qui est vraiment essentielle, c'est la connaissance, parce que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas agir, on ne peut pas réparer, on ne peut pas se reconstruire. Et je mettrai sur le replay un lien d'une plateforme que j'aime beaucoup partager, qui est une plateforme, alors je vais juste la partager. Je vais essayer de la retrouver. Si tu veux bien me contacter pour l'image de l'ange, je te la renverrai. En privé. On la trouvera, hein, surtout même dans mon groupe Facebook, parce que je l'avais partagée. Oui, mais là, sur mon suite Facebook business, je la retrouverai facilement. Mais là, comme je voulais partager
je voulais partager cette plateforme de formation et d'éducation qui est basée sur 3 axes. Donc, la psychologie, la santé et le business. C'est une plateforme d'éducation et de formation qui va être catégorisée un peu de type Netflix, mais plutôt que d'avoir des films catégorisés par genre, et ben, ça va être des formations par genre également. Et les genres qui ont été choisis, c'est les 6 axes, les 6 piliers de vie que sont le développement personnel, l'estime, la confiance, la résilience, la relation toxique également, la discipline avec la PNL. Donc, on a des coachs internationaux qui sont sur cette plateforme. Et nationaux, donc avec un degré de congruence aussi fort. Moi, je tanne Nadège pour qu'elle soit sur cette plateforme aussi. Et donc, voilà. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être l'indépendance financière, mais on ne va pas tous les développer. Moi, ce que je voulais juste vous partager, c'est un teasing d'une formation qui est en lien avec notre sujet. La santé et le bien-être, avec des cours de yoga, la nutrition, les routines matinales, les chakras, etc. Comme vous disiez, Nadège, il vaut mieux être accompagné pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Mais quand on a envie d'apprendre d'autres choses, on peut aussi le faire d'une manière autonome. Quand on a suffisamment de discipline et voilà. Il y a aussi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est business, entrepreneuriat, donc dans notre activité professionnelle pour augmenter en compétences. Famille et relations, évidemment, communication avec nos enfants, communication avec nos ados, sexualité, conscientisation, conception de l'enfant. Toutes ces formations sont présentes. Il y a plus de 100 formations sur la plateforme. Toutes les formations vont durer entre une demi-heure et 1h30 par petits modules de 10-15 minutes pour faciliter l'intégration. Et enfin, la spiritualité. Et je voudrais juste, avant de finir, vous partager le teasing de Muriel Duhem qui parle de communication apaisée avec les enfants pour vous rendre compte un petit peu du format de cette plateforme. Je mettrai le lien dans le replay. Partager son quotidien avec des enfants, c'est assez difficile. Alors peut-être vous en avez marre des conflits, des crises, vous êtes épuisé par les colères, vous en avez marre de parler dans le vide, vous souhaitez faire autrement et vous ne savez pas comment vous y prendre. Les étiquettes qu'on colle aux enfants et qui les empêchent de s'épanouir, comment favoriser l'estime de soi des enfants. Et j'ai choisi d'axer cette première formation sur 2 grandes thématiques. L'accueil des sentiments difficiles et comment amener nos enfants à coopérer. Je m'appelle Muriel Duhem, j'anime depuis plusieurs années des conférences, des ateliers, des formations pour les parents et les professionnels qui souhaitent revoir leur mode de communication avec les enfants. Formée à la communication non violente, dernièrement, j'ai aussi commencé à animer en entreprise des conférences sur la communication apaisée entre adultes. Donc voilà, et on trouvera aussi des formations qui vont nous permettre de travailler cette estime, cette confiance quand on veut le faire en autonomie. Petit partage. Je vous mettrai le lien pour les personnes qui sont présentes pour découvrir cette plateforme.